Pour vous donner un peu de contexte, je suis une femme de 24 ans qui vit en Australie et travaille dans un établissement destiné à un public adulte. Un soir, alors que mon service touche à sa fin, l'un des clients me propose de m'offrir un verre, ce que j'accepte conformément à la politique de mon employeur. Je lui commande 2 boissons coûteuses pour nous deux, nous discutons brièvement, puis je m'excuse en lui disant que mon service est terminé, mais qu'il devrait revenir me voir bientôt. Je sens son regard me déshabiller mentalement, tandis qu'il lèche une goutte de boisson sur sa lèvre supérieure. Il se lève et, avec un sourire effrayant, me propose de m'accompagner à ma voiture. Je ne suis pas idiote. Je sais qu'il ne faut jamais me mettre dans cette situation, alors je refuse poliment et lui dis que je le reverrai peut-être la prochaine fois. Je passe devant notre videur le plus costaud et le type ne me suit pas. Super, rien d'extraordinaire, juste la norme dans ma profession. Mais malheureusement, notre histoire ne s'arrête pas là. Oh non, pour ce type bizarre, ce n'est que le début. Je pars en congé pendant 1 semaine après cette soirée. Mais quand je reprends le travail, on me dit qu'un client est venu tous les soirs pendant la semaine dernière pour me demander. Il dit qu'il veut m'offrir un autre verre. Naïvement, je pense, super, je vais gagner plus cette semaine. Je me prépare pour mon service. La nuit avance, et qui arrive, sinon notre homme du moment? Il a demandé à me voir, n'est-ce pas? Je me dirige donc vers lui et il m'offre un verre. Pendant tout le temps où je suis assise avec lui, il arbore un sourire effrayant. Pas un sourire effrayant du genre à vous déshabiller du regard, c'est tout à fait normal. Non, c'était le genre de sourire qui montre qu'il sait quelque chose que vous ignorez et qu'il en est très satisfait. Nous avons donc discuté, je lui ai demandé de commander des boissons et j'ai essayé de lui vendre des boissons plus chères quand je le pouvais. 1 demi-heure s'est écoulée et j'ai trouvé une excuse pour partir afin que je puisse répartir les pourboires. Mais ce type ne l'entendait pas de cette oreille. Il ne voulait pas me laisser partir. Et plus j'insistais, plus il s'énervait. Il était pratiquement en train de me siffler dessus quand j'ai lancé un regard à l'un des videurs qui a rapidement venu désamorcer la situation, me donnant l'occasion de m'éloigner. Ouf, crise évitée. Faux, car le videur ne l'a pas mis dehors. Il me sert juste de tampon, alors ce type commence à me suivre partout, essayant même d'entrer dans une zone réservée au personnel. C'est là qu'un autre videur le remarque enfin et le met dehors. Je termine mon service et me dirige vers ma voiture. Il est là. Je ne plaisante pas. Il est assis sur le capot de ma voiture. Comment il a su que c'était ma voiture, je ne le saurai jamais. Il veut que je le dépose et me dit à quel point je suis sexy. À ce stade, il me sort des phrases de drague dégueulasses et je ne suis pas intéressé. J'essaie de lui faire comprendre gentiment et je refuse à nouveau de le déposer. Il devient méchant et m'attrape par le bras, insistant pour que je le dépose. Je lui dis d'aller se faire voir et lui enfonce ma clé dans l'épaule aussi fort que possible. Il me lâche et je le pousse de toutes mes forces pour qu'il tombe. Je saute dans ma voiture, verrouille la porte et enfonce la clé dans le contact. Il se relève et frappe violemment à la vitre pour que je le laisse entrer. Vraiment violemment. Si fort que j'ai l'impression que ses mains sont dans ma fenêtre, près de mon frein. J'appuie sur l'accélérateur et je m'enfuis. Après avoir roulé pendant 5 minutes et m'être assuré que je n'étais pas suivi, je me gare sur le bord de route et je rappelle mon travail. Je leur raconte ce qui s'est passé et les préviens que les autres filles doivent faire attention en rentrant ce soir. Lorsque je raccroche, je fonds en larmes. Ce n'est pas la première fois que cela m'arrive. On m'a déjà agressé auparavant et la triste vérité, c'est que cela reproduira probablement. Mais on ne s'y habitue pas, vous comprenez? Je finis par me ressaisir, reprends la route et rentre chez moi. Je pleure jusqu'à m'endormir. Le lendemain matin, la nouvelle s'est répandue et le propriétaire m'appelle pour s'assurer que je vais bien. Je l'assure que oui, mais il insiste pour que je prenne quelques jours de congé au cas où ce sale type reviendrait. Il veut mettre de la distance entre nous. C'est logique. 1 semaine passe, puis 2. Il vient tous les soirs pour prendre de mes nouvelles et on lui dit que j'ai démissionné et que je ne travaille plus là-bas. Je lui mens pour qu'il cesse de venir, mais il continue à venir et à poser des questions, ne me croyant manifestement pas. Puis, soudainement, au bout de 2 semaines et demie, il cesse de venir. Super, j'ai vraiment besoin d'argent à ce moment-là, donc je suis contente de pouvoir retourner travailler la semaine suivante. Le temps passe et tout semble revenir à la normale. Les mêmes vieux opportunistes, mais les bons, ceux qui rapportaient plus d'argent. Si le type violent ne revient pas, je suis contente. Mais je commence à être distraite. Je pense avoir fermé la porte en partant, mais elle est ouverte quand je rentre. Les lumières sont allumées ou éteintes.
De la nourriture est laissée à l'air libre. Les objets se retrouvent à des endroits différents de ceux où je les avais rangés quelques instants auparavant. Je perds la tête, mais c'est probablement juste le stress de tout ce qui s'est passé. Un de mes amis qui travaille avec moi me rassure que c'est normal après avoir été agressé comme ça et que ça passera. Cela dure 1 mois, jusqu'au jour où je pars au travail, roule pendant 15 minutes et me rends compte que j'ai oublié des vêtements dont j'aurais besoin ce soir au travail. Je retourne chez moi, mais constate que les lumières de ma chambre sont allumées et que la télévision est visible de l'extérieur. Je perds vraiment la tête. Heureusement que je suis revenu, je pense. J'entre, je prends mes affaires, je m'assure d'éteindre la télévision et la lumière, puis je me dirige vers la porte. Soudain, je me fige. Là, debout, bloquant la porte, se trouve le type qui m'a agressé. Je suis stupéfait, bouche ouverte. Et après ce qui semble être une éternité passée à nous regarder en silence, lui avec son putain de sourire, je hurle. « Que ?» Je lui crie de sortir et lui demande ce qu'il fait ici, comment il sait où j'habite, tout cela dans un mélange confus de mots. Il reste là, avec ce sourire sur les lèvres, tandis que je panique bruyamment, mais bêtement, sans bouger. Je commence à halter, pris à la fois par une crise de panique et par la confusion. Puis, il décide de parler à son tour. Les mots sortent de sa bouche et me glacent le sang. « Bienvenue à la maison, chérie. » De retour plus tôt que prévu. Un clic se produit dans ma tête. Je lui jette tout ce que j'ai sur moi et je sprinte vers la porte arrière. Je suis dehors. Je cours plus vite que je ne l'ai jamais fait de ma vie, en hurlant à tue-tête. Mais personne ne m'aide. Stupide société apathique. Je me cache dans des buissons au coin de la rue, les larmes coulant sur mon visage, haletant pour reprendre le bruit. Je vérifie ma poche et mes clés sont toujours là, mais pas mon téléphone. Non, je l'ai jeté sur ce harceleur avec tout le reste. Je retourne discrètement chez moi, saute dans ma voiture et je me tire. Je me rends au travail, je leur raconte ce qui s'est passé et j'appelle la police. Les policiers se rendent chez moi et envoient d'autres agents à mon travail. Quand ils arrivent, le harceleur a disparu. Ils fouillent la maison et découvrent qu'il vivait dans mon vide sanitaire. Je suis paranoïaque. Je me dis que c'est pour ça qu'il y avait toutes ces portes, ces lumières et ces objets déplacés. Je charge dans ma voiture tout ce que je peux pendant que les policiers sont encore là. Ils me laissent partir et je m'en vais. Je ne suis pas revenu. J'ai déménagé dans un autre état, j'ai tout quitté. Mon petit ami, avec qui je vis, travaille comme enseignant dans une ville située à environ 15 minutes en train. Il rentre à la maison plus ou moins à la même heure tous les jours, à 1 heure près. Moi, en revanche, je travaille à domicile. Fin janvier de cette année, nous nous sommes disputés assez violemment à propos d'une chose stupide. Je ne me souviens même plus de quoi il s'agissait, mais c'était l'une de ces disputes où nous ne nous sommes pas parlé, ni par SMS, ni par téléphone, ni par aucun autre moyen pendant toute la journée suivante. Cet après-midi-là, j'étais allongé dans mon lit en train de travailler. C'était un mardi, et j'étais presque sûr que son dernier cours se terminait à 13h, ce qui signifiait qu'il serait certainement à la maison à 14h30. Mais vers 13h, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Je me suis dit, tiens, il est rentré 1 heure plus tôt aujourd'hui. Il lui arrivait régulièrement de sécher son dernier cours, donc je n'y ai pas vraiment prêté attention. En fait, je me préparais surtout mentalement à la conversation embarrassante qui suit une dispute, du genre « Salut, comment ça va ?» J'ai donc continué à rester allongé dans mon lit, à faire mon travail et à attendre qu'il rentre et se change. La porte de la chambre était fermée et j'avais mis mes bouchons d'oreille, comme je le fais habituellement quand je travaille, mais je pouvais entendre ses pas lourds dans l'appartement, comme d'habitude. Si nous n'avions pas été en pleine dispute et si je n'avais pas été aussi préoccupé par le caractère gênant de la situation, j'aurais peut-être remarqué que ses pas étaient étrangement lents ou qu'il passait beaucoup de temps à marcher dans le salon. Mais j'étais absorbé par le drame de la dispute et je n'y ai pas pensé. Je restais allongé là, à attendre et attendre qu'il entre enfin. Finalement, la porte de la chambre s'est lentement ouverte de quelques centimètres. J'ai tourné la tête vers la porte et je me suis préparé à lui adresser un sourire un peu gêné, du genre « ça fait 24 heures qu'on se dispute, hein ?» Mais la porte ne s'est pas ouverte de plus que quelques centimètres. J'ai regardé et j'ai vu que c'était la main d'une femme avec du vernis à ongles rouges sur la poignée. La personne qui se trouvait là a lentement refermé la porte comme elle l'avait ouverte, sans entrer dans la chambre. J'ai sauté du lit, arraché mes bouchons d'oreille et je suis resté figé là pendant quelques secondes, réfléchissant rapidement. Ma première pensée, ce n'était pas mon petit ami. Puis j'ai pensé, était-ce sa mère, sa sœur,
La propriétaire? Pour une raison quelconque, j'ai conclu que c'était sûrement sa mère ou sa sœur. Donc j'ai ouvert la porte de la chambre et je suis entré dans le salon. Il n'y avait personne, mais la pièce sentait fortement le parfum féminin. Puis j'ai repris mes esprits et j'ai réalisé que sa mère et sa sœur n'avaient pas de clé et n'étaient jamais venues auparavant. La propriétaire n'était jamais entrée sans permission. C'était un inconnu. Je suis retourné en courant dans la chambre et j'ai fermé la porte, tremblant de tout mon corps. Il y avait un balcon attenant à la chambre, alors malgré la pluie froide de janvier, je me suis mise sur le balcon et j'ai appelé mon petit ami. Il a répondu et je lui ai demandé si sa mère ou sa sœur était peut-être venue à l'improviste. Il m'a dit « Non, ne bouge pas, j'appelle la police ». La police est arrivée en quelques minutes et a fouillé tout l'appartement. Bien sûr, il n'y avait plus personne à ce moment-là. C'était bizarre quand même. Il ne manquait rien dans l'appartement, même si nous gardions un bocal rempli d'argent juste à l'entrée. Rien n'avait été touché. En fait, il semblait que l'intrus était venu directement dans la chambre, avait vu mes jambes dans le lit, avait paniqué et était parti. De plus, il est impossible d'ouvrir cette grande porte d'entrée en bois sans clé. Pendant quelques jours, mon petit ami et moi étions convaincus que c'était simplement la propriétaire qui était curieuse. J'ai commencé à me sentir mieux. Néanmoins, nous avons demandé à la propriétaire de changer les serrures. Quand elle est venue les changer avec son mari, elle a fait une découverte. Il y avait une zone carrée près du trou de la serrure qui avait été rayée avec quelque chose. La propriétaire a dit que quelqu'un sûrement avait utilisé cet outil pour s'introduire dans l'appartement. Puis un jour ou deux plus tard, mon petit ami m'a dit « Je dois te dire quelque chose, mais ne panique pas ». Il m'a dit que les ciseaux de cuisine orange avaient disparu. Évidemment, j'ai paniqué. J'ai fouillé tout l'appartement à la recherche de ces ciseaux. Cela fait 6 mois et ces ciseaux sont toujours disparus. Tout cela est vraiment étrange et inquiétant. Un inconnu s'introduit dans un bel appartement, mais ne touche à rien et ne prend rien de valeur, même pas le pot d'argent qui est juste à l'entrée. Il prend les ciseaux dans la cuisine, se rend directement dans la chambre, voit quelqu'un dans le lit et repart immédiatement. Cela s'est passé il y a quelques années, lorsque j'étais à l'université. Ma colocataire et moi avons emménagé dans un bel appartement lors de notre 3e année d'études. Nos parents nous avaient clairement fait comprendre que 2 jeunes femmes vivant seules n'était pas une bonne idée dans certains quartiers peu sûrs ou malfamés situés à proximité de notre université. Nous fréquentions une université dans la capitale de notre État, nous étions donc en milieu urbain et devions répondre à certains critères pour pouvoir y vivre et pour qu'ils co-signent notre bail. Des trottoirs éclairés, une entrée sécurisée dans l'immeuble, un parking éclairé, à X pâtés de maisons du campus, etc. Nous avons finalement trouvé un appartement qui répondait aux critères de nos parents. Notre immeuble avait une clé pour entrer à l'avant et à l'arrière qui menait à l'escalier de secours. Notre appartement était situé à l'extrémité et donnait sur l'escalier de secours. Il y avait donc 2 serrures à peine dormant. Nous adorions notre appartement. Nous nous sentions en sécurité, nous nous amusions, nous vivions pleinement notre expérience universitaire. Et puis, le petit ami de ma colocataire a commencé à emménager petit à petit dans l'appartement. Il y passe beaucoup plus de temps qu'il ne le devrait. Si je dis à ma colocataire que s'il veut rester là et utiliser l'eau, l'électricité et la nourriture que j'aide à payer, alors il doit aussi payer, y compris notre loyer. Je lui dis que soit on partage les frais en 3, soit je ne paie que mon loyer et il paie l'électricité, l'eau et la poubelle. Je pense que c'est assez juste, et même si son petit ami n'a pas de travail, ce n'est pas mon problème. Je travaille et je vais à l'université. Son excuse « je ne veux pas travailler chez McDonald's », oui, il a vraiment dit ça, est complètement nulle. Tu veux un endroit où loger? Alors va au Golden Ark. À la place, ma colocataire commence à le faire entrer en cachette très tard dans la nuit, après que je me suis endormi, et il part les jours où je suis à la maison. Pendant que je suis en cours, il est là, puis il part avant que je revienne. Mon emploi du temps est extrêmement routinier. Eh bien, il ne peut pas avoir de clé, alors si ma colocataire est en cours ou au travail, comment entre-t-il? Il ne peut pas prendre la clé de ma colocataire, car s'il décide de partir en milieu de journée, comment elle récupérera sa clé? Toutes ces questions sont pertinentes. La solution qu'ils ont trouvée est de laisser la porte arrière de l'appartement déverrouillée et il peut alors simplement sauter par-dessus la clôture au bas de l'escalier de secours pour revenir sur l'escalier de secours quand il est prêt à revenir. Ou bien ils peuvent caler la porte avec une pierre. Tout ce qui lui convient. Un jeudi matin, je n'ai ni travail ni cours et je décide de dormir aussi longtemps que possible.
Ma colocataire et son petit ami sont déjà partis pour la journée, donc ils laissent naturellement la porte ouverte. Je dors comme une belle princesse. Il est environ 10 heures du matin lorsque j'entends la porte arrière de l'appartement s'ouvrir. Je me réveille juste assez pour reconnaître le bruit, je réalise que c'est ma colocataire ou son petit ami, je n'y prête pas attention et j'essaie de me rendormir. Tout à coup, j'entends quelqu'un se faufiler dans l'appartement. Le sol est en bois. Ce n'est clairement pas le bruit de pas ordinaire. C'est clairement quelqu'un qui marche lentement et silencieusement dans l'appartement. La porte de ma chambre est entrouverte, juste un peu, mais je ne vois rien à travers. Et honnêtement, je suis trop fatigué pour me lever et aller voir. Quelques minutes passent et je me dis que ma colocataire et son petit ami sont juste bizarres et je me rendors. Je ne sais pas combien de temps s'écoule avant que j'ouvre les yeux, mais cela ne peut pas être très long. Je me réveille au moment où ma porte s'ouvre. Je suis dos à la porte et face au mur opposé. Je commence lentement à me retourner pour voir pourquoi ma colocataire ou son petit ami oserait me réveiller. Et là, je le vois. Un cambrioleur dans ma chambre. À côté du lit où je suis allongé, un cambrioleur d'1,80 m pour 110 kg est en train de débrancher ma télévision à environ 150 cm de moi. J'imite immédiatement une position dans le sommeil et continue de me retourner en fermant les yeux autant que possible, tout en les gardant suffisamment ouverts pour observer ce qui se passe. Il m'entend me bouger en me retournant, s'arrête, me regarde fixement et heureusement ne se rend pas compte que mes yeux sont légèrement ouverts. Il recommence à débrancher ma télévision et mon lecteur DVD, les fourre dans un sac qu'il a apporté, comme ceux d'IKEA, vole ma tirelire et commence à sortir tranquillement par la porte d'entrée de mon appartement, comme s'il était venu prendre une tasse de thé ou quelque chose comme ça. Après avoir entendu la porte se fermer, je saute immédiatement du lit, attrape mon téléphone et commence à composer 911, tout en verrouillant les portes arrière et avant. La standardiste essaie de me calmer. À ce stade, je suis hystérique. Je n'arrive même pas à reprendre mon souffle pour lui dire que je vais bien. Heureusement, je lui ai donné mon adresse avant de commencer à hyperventiler. Pause. Je vais prendre une seconde pour féliciter les services de police, tant municipaux qu'universitaires, car ils sont arrivés en moins de 3 minutes. Reprise. Elle m'informe que les policiers sont arrivés, mais qu'ils ont besoin que je descende pour leur ouvrir le bâtiment, car ils n'ont pas la clé de la porte d'entrée. J'ai tellement peur d'ouvrir la porte de mon appartement et même de regarder dans le couloir. Je m'apprête à marcher vers la porte d'entrée et à tendre le bras vers la poignée lorsque j'entends « Madame, c'est la police !» Comme si je n'étais pas déjà assez effrayé. Il crie à travers la porte. Je suis paranoïaque parce que la standardiste vient de me dire qu'il ne pouvait pas entrer et je ne me rends pas compte que quelqu'un a probablement laissé entrer en bas. Je demande à la standardiste de confirmer que les personnes à ma porte sont bien des policiers. Elle me dit qu'elles sont à ma porte. D'accord, très bien. J'ouvre la porte d'entrée et je m'effondre sur place. Mes jambes se transforment complètement en gelée et je tombe par terre. Je perds connaissance pendant un bref instant, mais il m'aide à me relever et à m'asseoir sur le canapé. Il y a au moins 10 agents dans mon appartement, provenant à la fois des services municipaux et universitaires. Quand je regarde par la fenêtre du salon vers la rue en contrebas, je vois 5 ou 6 voitures de police qui bloquent la rue. J'ai appris plus tard qu'ils effectuaient une fouille du périmètre autour du quartier. Je suis maintenant bombardé de questions. Je dois trouver ce qui manque en plus des affaires qui ont disparu de ma chambre. Je pleure et je tremble. Ce n'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé ma journée de congé. Je leur dis que ma colocataire a laissé la porte arrière ouverte pour son petit ami. Ils inspectent la porte arrière et blablabla. Tout à coup, ma colocataire et son petit ami entrent dans la pièce, l'air complètement abasourdi. À ce moment-là, un détective me parle et je fais ma déposition, je donne une description du cambrioleur, des objets manquants, je regarde des photos d'identité judiciaire, etc. J'arrête immédiatement de parler au détective, je les regarde tous les deux et je m'écrie « Quelqu'un nous a cambriolés pendant que je dormais, il est entré dans ma chambre !» Ma colocataire me regarde droit dans les yeux et dit « Oh mon Dieu, est-ce que mes affaires disparues ? C'est vraiment ce que tu demandes à ce moment-là, si tes affaires remplaçables disparaissent ?» 2 agents prennent ma colocataire avec son petit ami à part et leur parlent pendant que je termine avec le détective. J'appelle mon petit ami de l'époque et il vient m'aider à faire mes valises pour passer quelques jours chez lui, ce qui s'est transformé à un séjour jusqu'à la fin de mon bail, environ 4 mois. Après avoir échoué à reconnaître des suspects dans une séance d'identification, les policiers commencent lentement à partir. Une fois qu'ils sont tous partis, j'appelle mes parents pour leur raconter ce qui s'est passé, je rassemble mes affaires et je me rends chez mon petit ami. Ma colocataire et son petit ami ne se sont jamais excusés, pas pour avoir laissé la porte ouverte, mais juste pour me dire qu'ils étaient désolés que cela m'arrive.
Ils ne m'ont jamais demandé si j'allais bien ou si je voulais parler. Rien. Le jour où mon bail s'est terminé a été le plus beau jour de toute cette année. J'avais hâte de m'éloigner de ma colocataire, son petit ami et de cet appartement. Ils n'ont jamais retrouvé le type qui m'avait volé ce jour-là. Je m'en fichais même des biens matériels. Il m'avait volé ma sécurité et il m'a fallu beaucoup de thérapie pour la retrouver. Je suis également reconnaissante qu'il n'ait pas essayé de m'agresser ce matin-là. Mon amitié avec ma colocataire a été tarnie. Je ne lui ai plus jamais parlé depuis. À ce jour, je ne dors plus le dos tourné vers la porte et j'ai toujours un couteau sous mon oreiller.